Bon, bah voilà, 6 titres, les gars. Historique ce soir. Donc, tu dis, trophée des comme je champions. le disais hier, Super il a coupe. présenté ce trophée comme le 6e de la saison et non pas comme le titre de meilleure équipe du monde. Non, mais je le dis parce que c'est historique, parce que c'est le 3e club qui le fait seulement, mine de rien. Alors vous allez voir peut-être que dans un passé plus lointain, il n'y avait pas autant de titres à gagner dans l'année. Absolument. Bon, Oui. Barça. Mais bon, depuis qu'il y en a, Il y a eu il y a Barça que et deux le clubs qui Bayern, l'ont fait. qui l'ont Barça-Bayern, ouais. Exactement, et donc le PSG aussi, qui est donc le premier club français à gagner la Copa Intercontinentale. Le PSG donc entre dans l'histoire ce soir, les gars. Réjouissons-nous pour le football français et donc pour le PSG qui n'a pas eu un match facile. Mais d'abord, Félicitons Vincent Labrune, sans qui rien n'est jamais possible dans le foot. non, mais, Ouais. laisse-le tranquille. Il est sur une bonne fin d'année. Ouais, mais là. il a toujours. Mais il a rien. Là, Il dit toujours, dès qu'il y a un bon résultat en Europe, il dit que c'est grâce au travail de la Ligue. Donc En l'occurrence, là, il y avait pas. C'était Philippe Diallo sur le podium. Permets-moi J'étais de étonné de féliciter. voir que Vincent Labrune n'était pas là pour remettre. Il aurait pu quand même aller. Ah, oui, mais c'est parce que les travaux dans la piscine pour le printemps, ils préparent. Avant qu'on entre dans les détails du match, on écoute Nuno Mendes qui veut écrire l'histoire. C'est une fierté, bien évidemment. Nous, on est là pour marquer l'histoire dans le club. Chaque année qui passe, je pense qu'on est plus conscient qu'on est en grande équipe. Et il faut rentrer tous les matchs pour gagner, soit en finale, soit un match de championnat, soit un match de Champions League. Je pense que c'est notre mentalité, c'est la mentalité de vainqueur. Et c'est ça qui fait la différence. Messieurs, Statistiquement, ils l'ont pas gagné d'ailleurs. comment avez-vous faut lui reconnaître. comment avez-vous vécu ce match historique? Effectivement, le PSG, c'est marrant parce que hier ou avant-hier, il y avait un débat sur Canal, le genre de débat qui peut faire mal à ceux qui sont un petit peu âgés, qui regardent le foot depuis très très longtemps, parce qu'on est toujours très liés à nos souvenirs et à la nostalgie. Il y avait un débat sur Canal avec en plateau Ray et Gino. Ray et Ginola. Et quel est le plus grand PSG, 95 ou 2025? C'est celui de 2025. Il faut ranger les souvenirs. Il faut abandonner un petit peu de sa nostalgie. Et pour les gars de ma génération, ça fait mal. Parce que quand tu vois Excellent Ginola- débat qui avait été fait dans l'After Paris. Je me permets de le teaser avec l'excellent Vincent Guérin qui faisait partie de l'équipe de 95. C'est dur d'être obligé de ranger ses souvenirs parce que Ray et Ginola, pour les mecs de ma génération, c'est des idoles absolument intouchables, quoi. Mais le PSG là est en train de faire quelque chose d'absolument unique. Alors on n'a pas vécu une soirée de folie, hein. C'était pas un match dingue. Certes, il y a eu le suspense avec la prolongue et les pénaux. C'était un match plutôt bizarre avec une émotion qui tient surtout à l'issue et au fait d'entrer dans l'histoire plus que par ce qui s'est passé pendant 120 minutes. Mais la vérité, c'est ça. La vérité, c'est que le PSG est en train de réaliser cette année 2025 un truc de fou absolument extraordinaire, hors du commun, qui ne sera pas refait de sitôt, ça c'est certain. Après sur la comparaison, elle est intéressante, mais sur 95-2025, je te dirais que pour les Bleus, 82-98 par exemple, 98 évidemment c'était mieux, t'es champion, mais ça n'efface pas tout ce que 82 a dans l'esprit, et 95 et 80. Pas dit que ça effaçait. mais sur la meilleure équipe, c'est-à-dire que tu peux te dire que même une équipe qui a perdu, qui n'a pas eu les résultats, était potentiellement meilleure. Et d'ailleurs, je pense que certains joueurs sont meilleurs. L'époque était-elle la même qu'aujourd'hui? Est-ce que c'était pas plus dense à l'époque? Voilà, c'est ça. Mais là, tu ouvres un autre débat qui est très intéressant. Mais juste, quel est le plus fort? Quel est celui qui entre? Enfin, on en revient un peu à l'aune des résultats. PSG, celui-là, il est dans l'histoire du foot. Oui, c'est ça. Le PSG de 95, voilà. C'est l'histoire du PSG, de ceux qui ont vu cette équipe faire 5 demi-finales, 2 finales de Coupe d'Europe, en gagner une. C'était magnifique, on a tous adoré. Mais celui d'aujourd'hui, il fait un truc que personne n'a fait. Après pour ceux qui ont connu les deux, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, là, tu as raison, il rentre dans l'histoire du foot, ça c'est vrai. Déjà, la Ligue des Champions, maintenant, cette faculté à accumuler les trophées et le faire la même année, je dirais quand même aussi avec un style, avec une façon, avec un collectif qui fait qu'effectivement, tu as des joueurs, enfin, tu as le collectif, et puis tu te souviendras évidemment, parce que je voulais quand même dire un mot du palmarès gigantesque de Marquinhos, parce qu'évidemment que Marquinhos, il y a des débats parce qu'il commence à être âgé, parce que parce on parlera de son match ce soir. Oui, il est en difficulté, puis à la fin il a failli, et c'est lui qui aurait pu mettre le but, tu sais, qui aurait donné le. Il a fait un projet défensif sur cette action. Ouais, il a donné pas le gardien. Il te coûte le but que tu dois marquer, Mais il a un palmarès dingo, et il a 500 matchs avec le PSG. Il est dans l'histoire, il a battu tous les records, il a battu Pilorget, il a le record de titres. C'est une légende du club, Marquinhos. Il a connu des moments de trouble, mais il est tellement attaché au
ce club, il a tellement fait ce Ouais, club. il a duré. On voulait le mettre dehors il y a 2 ans. Mais il se remontrait sa loserie. Et Jean-Louis en parlait justement, il disait qu'il célébrait encore plus que les autres, sûrement par rapport à tout ce qu'il a vécu avant. Mais c'est ça qui le rend encore plus beau. J'ai souffert. En fait, il a le même parcours que les supporters. Les supporters qui souffraient de toutes les loseries en Coupe d'Europe, lui, il les a vécues, il était là. Donc après, tu peux le tenir par la main, Marquinhos, tu te dis putain, on était ensemble dans les souffrances, machin. Il incarne totalement la chanson. Le fameux après tant d'années de galère. Lui, il incarne la chanson finalement. Sa carrière devrait finir chanteur. Mais juste pour rebondir, pardon Flo, sur ce que tu disais, effectivement, la victoire en Ligue des Champions, ça c'est incontestable, c'est un chef-d'œuvre collectif, etc. Mais sur les 2 dernières finales, Tottenham en Super Coupe d'Europe et là ce soir, tu te rends compte que c'est ce que Nuno Mendes, c'est une équipe de gagneurs, donc c'est-à-dire qu'à la fin ça tourne du bon côté, même si les prestations sur ces matchs-là ne seront, il y aura beaucoup à redire sur les 2 matchs. C'est là où je voulais en venir maintenant quand même sur effectivement qu'est-ce qui a changé avec ce PSG-là. Effectivement, c'est ce que disait Nuno Mendes, c'est ce qu'il pense en arrivant même au tir au but. C'est-à-dire que là, t'as pas de caca-culotte, t'as pas de flip, même s'ils peuvent évidemment perdre une série de tirs au but, hein, mais en l'occurrence, eux, maintenant ils ont renversé ça. Et je pense que la plus grande révolution de ce PSG de Luis Enrique, c'est d'avoir renversé cette idée qu'il y a une malédiction qui planerait toujours un peu au-dessus de la tête du PSG. Donc bon, c'est énorme. Dire, tant je l'ai pensé, tant je l'ai dit. Mais même encore, c'était celle-là. Et d'ailleurs, ils ont fait autre chose. Ils n'ont pas inversé que leur mentalité. Ils ont inversé le regard des autres. Les autres ont peur quand ils démarrent contre le PSG un match. Ils mettent du temps à se dire que c'est possible de faire quelque chose. Ils entrent dans la tête de l'adversaire. Sauf peut-être Chelsea sur la finale, et c'est là où ils se font attraper. Mais globalement, l'adversaire se pose toujours 1000 questions. Le mal de tête, il est tout le temps chez l'autre maintenant. Il n'est pas dans le camp du PSG qui déroule son jeu, sait ce qu'il a à faire. Parfois c'est top, parfois c'est moyen, parfois c'est moins bien. Ce soir c'était moyen. Mais l'adversaire, il n'est pas beaucoup mieux au final. Oui, mais tu vois, surtout, il se dit, il a du mal à prendre conscience qu'il peut le faire. Sur le début du match, oui, mais à un moment donné, il tourne un peu le match et il commence à mettre des coups, tu vois, un peu comme Chelsea, commence à leur rentrer dedans, etc. Ils les mettent en difficulté, Flamengo. Oui, mais c'est vrai que tu as ce truc au départ, je suis d'accord avec toi, mais à un moment donné, ça moi, c'est sur ces derniers mois, à part le Bayern quand il vient au parc, il y a peu d'équipes qui semblent arriver et se dire, tiens, on va les taper. Les autres, c'est si on est au top, si ça se passe bien. Les 2 matchs, c'est le Bayern et Chelsea, Coupe du Monde des clubs. C'est comme ça, mais sinon, c'est compliqué pour l'adversaire. Déjà, d'abord, il doit réfléchir, se prendre la tête, qu'est-ce que je dois faire, comment je vais machiner. Alors que le PSG joue son jeu. L'autre, il a le mal de tête. Après, il y a juste un point sur le match et sur ce que ça représente. C'est vrai que la grosse différence avec la fin d'année dernière, la deuxième partie de saison et la finale notamment de la Ligue des Champions, c'est pas un aboutissement collectif dans le jeu. Tu t'en sors avec Safonov parce que c'est le gardien, c'est au tir au but, c'est vrai aussi. Tu as tendance à attendre l'exploit individuel dans ce genre de match où, quelque part, collectivement, tu n'as pas retrouvé le PSG surpuissant de la fin d'année dernière. Je dirais que c'est ça le bémol. C'est pas un très bon match du Paris Saint-Germain. Par séquence, il y a 2-3 choses intéressantes, mais tu ne retrouves pas cette puissance collective qui a fait quand même la marque de fabrique. Et là, tu attends, évidemment quoi ? Tu attends un meilleur Doué, tu attends un meilleur Dembélé quand il entre, tu attends l'individualité qui, au final, sera Safonov, qui fait quand même 4 arrêts dans une seule série de tirs au but. C'est improbable. On va rentrer dans l'analyse du match, mais là on est encore sur la portée symbolique de cette victoire avec Farid au 32-16. Salut Farid. Salut Farid. Bonsoir messieurs. Salut Farid. Farid, est-ce que tu es un supporter du PSG de longue date ou récent ? Écoute, quand même, ça fait déjà un auditeur depuis très longue date, depuis le début chez vous. C'est beau. Je suis passé à plusieurs reprises, donc oui, très vieux. 57 ans, je crois que c'est depuis 84, je suis supporter du PSG. Depuis donc tu es en mesure de comparer. Oui. Oui, absolument. Tu as connu les quelques années de galère et de combat. Pardon ? Tu as connu les nombreuses années. J'en ai connu pas mal, c'est pour ça que je les savoure pleinement, tu vois. Et puis surtout, j'ai eu la chance de pouvoir assister à la finale de la Champions League. Et puis j'ai été aussi aux États-Unis, fait la finale contre Chelsea. Là, j'avais pris des congés, j'aurais bien aimé aller au Qatar aussi, mais bon. Oui, j'ai vraiment connu toutes les épopées, on va dire, du PSG. Donc pour toi, incontestablement, le PSG de cette année surpasse tous les autres ? Alors, surpasse, c'est-à-dire, après, on est dans une autre époque, parce que si tu reprends, je dirais, l'équipe qu'on avait à l'époque avec Motta, Verratti et des Zlatan et tout ce qu'on avait, c'était quand même relativement énorme. Après, le foot évolue, donc je pense que le PSG a pris le bon virage à ce niveau-là. Et puis, bien entendu, on parle toujours et on parle souvent, je ne sais plus, c'est Daniel qui parlait que Marquinhos aura marqué le club. Bon, je pense qu'un gars, on peut mettre Luis Enrique aujourd'hui qui aura plus que marqué le club aussi.
dans ses changements. Il fait des changements ce soir parfois. Je me dis mais pourquoi il nous change devant en mettant un petit jeune. Donc du coup, il y a... Enfin ça, en l'occurrence, pour le coup, moi j'ai toujours pas compris le Mayoulou qui rentre et qui ressort pour mettre Barcola au bout d'une demi-heure. Alors pour en discuter un peu plus tard. Pour moi, donc il paraît qu'il lui aurait dit que c'était tactique. Mais quand tu vois la nonchalance dans le match dans lequel il rentre, pour moi, c'est aussi un bon signal. Quelque part que écoute, tu rentres, mais si t'es pas tout de suite dedans ou t'es moins bien dedans et qu'il te faut un laps de temps et puis c'est un peu tendre, un petit peu à l'image d'un Barcola aussi qui est un peu nonchalant. Donc c'est vrai qu'actuellement il a mais là il fait plutôt une bonne entrée, Barcola. Même si son tir au but est vraiment pas. Le tir au but est pas bon. Quand même, il y a quand même, je vais te dire, on aurait tous parié que moi franchement j'avais annoncé Dembélé, Barcola qui loupe les pénaux. Donc bizarrement, parce qu'il y a une espèce, je te dis, de nonchalance, et Dembélé peut-être, et ça c'était un sujet dont vous avez parlé, je pense que déjà, à mon avis, il ne refera pas l'année qu'il a faite, ça c'est sûr. Alors ça, c'est bizarre parce que ça a l'air d'être aujourd'hui le gros point d'interrogation. Je pense que ton opinion est majoritaire. Il n'y a pas beaucoup d'éléments factuels, concrets, objectifs pour dire ça, mais c'est une sensation. C'est une sensation que c'était trop beau, que ce qu'il a fait est tellement énorme qu'il ne peut pas le refaire. On l'a très peu vu depuis le mois d'août, c'est vrai, mais le peu qu'on le voit là, même ce soir, il y a un truc qui n'est pas pareil. Moi je ne suis pas forcément d'accord avec cette opinion majoritaire. On va faire une pause. Moi, je ne tirerai pas la conclusion qu'il ne redevienne pas bon en janvier-février. Je ne veux pas me risquer à ça. Je veux le voir pour le croire. Moi, j'ai une théorie de la fusée. Théorie de la fusée à venir. Farid, merci en tout cas pour ton témoignage. En tout cas, avec toutes ces victoires, comme tu disais tout à l'heure, Daniel, et avec les années que j'ai connues, là, j'ai le mur. Tu sais, je prends les unes des journaux pour bien les garder et je peins mon mur en ce moment, donc dès demain tu penses bien je vais rajouter celui-là. Après le ici c'est paradis et le super champion, j'attends vite fait la une de demain et je me régale et on est vraiment à jamais les premiers. Ça c'est fait, c'est point barre, on n'en parle plus maintenant. Et fin du Games, on est arrivé à la fin du jeu là pour ce qui concerne la notoriété française. Farid, le message est passé. Si les Marseillais veulent répondre, 32-16. À tout de suite. Il est 22h21, messieurs, dames. Retenez donc le 17 décembre, journée historique pour le foot français. Un club français a gagné la Coupe intercontinentale. C'est la première fois dans l'histoire. C'est la première fois qu'un club français y participait. Et on va donc pouvoir rentrer maintenant un peu dans les détails du match. Vous avez ouvert le dossier Dembélé. Vous n'allez pas aller jusqu'à penser que finalement il a eu une sorte de prime de 6 mois qui est déjà terminé. Le One Wonder. Les uns après les autres. Moi, je pense que... ton micro, Daniel, on t'entend pas. Pardon. Comme Flo, je veux pas le signer ce truc. Je sais que c'est la sensation que tout le monde a, c'était trop beau, il le refera pas et c'est vrai que le peu qu'on le voit là en ce moment quand il rentre, on a l'impression qu'on voit l'ancien Dembélé, ne serait-ce que dans sa frappe, tu sais le truc je tombe un peu en arrière, j'ai un peu les pieds qui s'en mêlent. Mais écoute, l'année dernière, même époque, on pensait pas encore qu'il allait faire les 6 mois qu'il a fait. Donc on a le droit de mettre de côté cette sensation négative et de se dire pourquoi pas. Donc attendons. J'ai pas envie de voir noir quoi. Toi, tu parles d'une opinion majoritaire chez les supporters, peut-être. Hein, si, beaucoup. Ouais, sans doute. Non, mais j'entends. Je suis d'accord avec toi. Mais moi, en l'occurrence, je pense pas du tout que Dembélé soit cramé et qu'il ait fait 6 mois hors norme, point barre. Moi, je pensais déjà que le Ballon d'Or, il fallait qu'il l'ait pour que ça ne soit pas un traumatisme derrière pour la suite de sa carrière. Il l'a, et il y a un petit traumatisme qui est différent, qui est lié à des problèmes physiques, à des problèmes tout simplement pour moi de remise en forme. Si je t'ai parlé de la théorie de la fusée, c'est qu'à mon avis, ce qu'on voit de Dembélé aujourd'hui, et comme l'a dit Daniel, il y a 1 an, il n'était pas encore arrivé à son prime, c'est que Dembélé, il a besoin pour son jeu, et dans le jeu de Luis Enrique y compris, c'est-à-dire fait de plein de courses, il a besoin d'être au top physiquement. Et le premier étage de la fusée, c'est ce qu'il a fait aujourd'hui en recommençant à éliminer, comme il le fait sur son crochet, là où il met tout le monde par terre avant de donner le ballon à Marquinhos, je crois, sur la fameuse occasion de fin de match. Et là, tu retrouves par instant, par
comme ça par fulgurance. Moi, j'ai revu des trucs de Dembélé que j'aime bien. En revanche, le deuxième étage de la fusée, et ça, pour tous ceux qui savent ce qu'est être un attaquant, et encore plus avec un attaquant qui court beaucoup, y compris sur des courses de replacement, eh bien derrière, effectivement, il va lui falloir ce deuxième étage physique où il va recadrer les frappes. Aujourd'hui, toutes ces frappes, elles sont comme l'an dernier, non cadrées, mais c'est que le premier étage de la fusée. Ce dont tu parles là, c'est l'ancien Dembélé, le gars capable d'éliminer. Comme il a lié à son déficit physique, Jean-Louis et Kevin en débattaient tout à l'heure sur le côté. Pour moi, c'est lié à son souvent physique. on te dit que la frappe, mais bien sûr, c'est là où bien sûr. Moi, je suis persuadé. Je te dis pas que c'est très probable. Mais moi, je dis que je ne veux me mettre dans aucun camp. C'est pas un pari. Il n'y a pas à faire de pari en fait. Il n'y a pas à se dire il va retrouver la forme qu'il a eue ou il ne refera jamais ce qu'il a fait. Non, mais il ne refera pas sans doute statistiquement ce qu'il a fait. On verra bien. Là, pour l'instant, il est clair qu'il a l'air loin du compte. Que oui, très probablement c'est physique, exactement comme de toute façon c'est physique pour beaucoup de joueurs. Ouais, mais Daniel, parce que dans le style Luis Enrique, le physique c'est primordial. Absolument. Parce qu'il faut répéter les courses, il faut être dans le mouvement en permanence. D'ailleurs, il va falloir qu'on parle du match de ce soir et du comparatif avec l'équipe de Flamengo en face, qui a beaucoup de joueurs très techniques et qui, d'un point de vue technique, pouvaient rivaliser avec le PSG, mais d'un point de vue physique et dans la répétition des courses, ça les met quand même assez loin derrière sur l'ensemble de la prestation et je mets, Daniel, du PSG. Sur ce physique. Aujourd'hui, il faut être capable sans arrêt, surtout quand tu es aussi exigeant que Luis Enrique, de répéter les courses, l'intensité, la récupération haute. Regarde Zaïre Emery. Zaïre Emery, là, peut-être ce soir, je le mets top 3 si c'est pas top 2 des meilleurs joueurs. Je suis d'accord. Mais il est le meilleur joueur du match. Mais il a retrouvé. Mais pourquoi ? Parce qu'il a retrouvé une condition physique. Parce que lui, pour le coup, techniquement, il est un peu en dessous des autres. Mais juste là, dans la comparaison que vous faisiez, il est au-dessus des autres en ce moment. Dans la comparaison que vous faisiez avec la saison dernière de Dembélé, j'ai pas souvenir qu'il ait été aussi longtemps absent sur la première partie de saison. Qui Dembélé la saison dernière. C'est ça l'interrogation. Mais c'est ça l'interrogation. C'est est-ce que physiquement tu vas pouvoir être au top sur la deuxième partie de saison ? Moi, c'est l'inverse. Non, mais moi, c'est un raisonnement. Ce qui n'est pas le cas cette saison. C'est un raisonnement justement inverse. C'est-à-dire, je pense qu'il n'a pas été suffisamment là pour avoir, en plus de la reprise habituelle post-blessure, d'avoir le rythme nécessaire, toute la caisse qu'il faut pour ça. Donc moi, c'est pour ça que c'est pas que je suis pas inquiet en disant il va faire la même. D'abord, statistiquement, c'est compliqué de refaire 20 et 20, je crois, c'est ça, 20 passes D, même plus. Et les buts, c'était 30, toutes compétitions confondues. Donc en fait, si tu veux, je suis persuadé qu'en tout cas, ce problème est physique. Il n'est pas mental. Est-ce que tu n'as pas une forme de décompression post-ballon d'or aussi qui est arrivée à des joueurs ? Oui, mais ça y est, le ballon d'or. Tout ça, ce sont des hypothèses. Bien sûr. En fait, c'est pour ça qu'on va voir ce que ça va donner. D'accord, mais attends, il y a quand même un point important. Je pense que là, tu parles de Zaïre Emery, qu'on a enterré aussi à un moment donné en se disant tiens, finalement, tu vois, il y a une tendance assez rapidement à dire finalement, il n'a peut-être pas le niveau, on ne le retrouvera pas. Zaïre Emery, on l'a retrouvé. Non, c'est pas ça qu'on disait pour Zaïre. Je peux te dire, c'était allé trop vite. Si tu réécoutes, c'est exactement ce qui s'est passé parce que lui-même s'était confié que les choses étaient certainement allées vite. Le débat qu'il a eu du mal à encaisser. Mais le débat, on a eu les mêmes débats pour te dire est-ce qu'en gros, il est invité à la table de tous ceux qu'on a vu le 11 type ? Peut-être que non. À la table du 11 type, si tout le monde est là, il n'y sera pas. Oui, mais en l'occurrence, il est essentiel. Il est bluffant dans ce rôle-là. C'est capital de noter aussi. Je dis quand même tout ça par rapport à la culture de l'instant, par rapport à tout. On va reparler tout à l'heure de Chevalier, que certains vont enterrer aussi. Moi, je dis juste, Zaïre Emery, c'est un super exemple. Il est repassé par l'équipe de France Espoir. Il a dit effectivement ce qui n'allait pas, même dans les interviews. Il a travaillé de son côté et il revient. Je dis juste, rien n'est mort. Rien n'est mort. Flo, et le physique est capital et le mental aussi. Ce que tu dis sur la culture de l'instant, Luis Enrique, il est dans la culture de l'instant. Mais bien sûr, mais moi, je te dis juste que nous, on n'est pas entraîneur. Comme avait dit Mehdi Benatia, qui était assis ici dans le studio il y a quelques temps, on n'a pas de temps en fait. T'es bon, ça va être la réflexion pour Chevalier et Safonov. Ok, t'es bon, tu joues, t'es pas bon. Mais moi, mais c'est pas pour autant que j'enterre le joueur. Mais personne n'enterre. Mais quand tu fais des analyses, on est des émissions ça va très vite. Tu parles de ce que tu vois à l'instant T. Oui, mais je te dis quand même que dans les débats qu'on a eu sur Zaïre Emery, qu'on aura maintenant sur Chevalier, tu en auras certains qui auront tendance derrière à dire en fait, c'est parce que globalement, il n'a pas le niveau. Par exemple, Chevalier, on va dire c'est trop, la marche était trop mentalement. Tout le monde dit que c'est une question d'adaptation pour Chevalier. On sort d'une saison au PSG de tous les contrastes. Tu avais un Donnarumma, je pense que même gratuit, les supporters du PSG l'emmenaient à l'aéroport. Et derrière, c'est top 3 les acteurs principaux du sacre. Voilà, Dembélé,
septembre, avant que véritablement tu crois. Il va pas, même le Safonov de Munich de l'année dernière, tu t'imagines pas qu'il allait faire le match ce soir. Le Safonov, tu le renvoies en Russie et si possible. Il y avait ces questions-là aussi. Le peu de matchs qu'a fait Safonov l'année dernière, c'était compliqué. S'il peut aller le plus loin possible dans les 20 fonds de la Russie pour plus qu'on le revoie. Bon, Safonov, c'était la même chose. À Munich, c'est Kata. Dembélé, c'était, il réussira jamais rien. Le fameux match à Munich, tiens, de Dembélé. Et voilà, à cause de lui, et le carton, et le machin, et ça, c'était. Donc, il ne s'agit pas d'enterrer. Il s'agit de voir les choses comme elles sont. Moi, j'enterre absolument personne. Dembélé, il y a une espèce de sensation qui plane qu'il ne fera jamais aussi bien. On verra bien. Et pour Chevalier, voilà, il se trouve que il est. Et moi, je pense que la décision, elle n'est pas prise sur les performances dans le match. Parce que performance dans le match, Donnarumma restait alors qu'il n'était pas bon. Enfin, il a été sorti un petit moment et tout, mais bon, on lui faisait confiance quand même. Chevalier, ça doit être à l'entraînement. Il doit se passer des choses. Rappelons quand même que c'est suite à sa blessure qu'il est sorti. Hein. La blessure. Mais quand même. Non, mais il ne faut pas oublier ça. Il est quand même sorti suite à la blessure. Et là, tu penses qu'il ne peut pas jouer ce soir ? Non, bien sûr. Et l'autre a gagné sa place, qui est tout à fait normal. Voilà. Et c'est légitime. Alors, tu l'as dit faisons dossier par dossier. Ouais. On va conclure sur Dembélé avec Fousseynou. Il ne doit pas être bien convaincant quand même. Fousseynou, bonsoir. Ça, je ne sais pas. Bonsoir l'équipe. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Salut Fousseynou. Merci de me donner l'opportunité de revenir. Depuis un an que j'essaye de repasser sur l'after, j'ai pas réussi. Si on t'a blacklisté un an, c'est que tu n'avais pas été très bon la dernière fois. Non, j'étais très bon, j'étais même en clash, c'est un grand mot, mais avec Daniel, à cette époque-là, sur le match PSG-Lens, juste après, c'était la Coupe de France, après les tirs au but, où Safonov, il avait réussi à arrêter les pénaux. Bref, on avait parlé de Luis Enrique, à cette époque-là, Daniel ne croyait pas en Luis Enrique, je lui ai dit... C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Puisque tu parles de ça, depuis cette fameuse séance de tir au but de Coupe de France contre Lens, c'était en décembre 2024, il y a un an, le PSG a eu 3 autres séances de tir au but, toutes gagnées. Liverpool, Tottenham en Super Coupe ce soir. Il y a des clubs parfois un peu schkoumounards, tu vois, avec les séances de tir au but. Le PSG l'a été. Moi, je ne pense pas que c'est une affaire de chance, c'est une affaire de confiance en toi et de réussite pour le gardien. La vraie bascule d'ailleurs sur la saison du PSG, c'est peut-être cette séance de tir au but à Anfield. Quand tu es en pleine confiance, comme ils le sont. Et juste un point, juste un point pour parce que j'y pensais tout à l'heure sur le côté physique du match où les Brésiliens ont fini sur les rotules et comme le disait Daniel. Ça compte aussi pour la série de tirs au but d'ailleurs. Parce que c'est pas pareil quand tu arrives complètement rincé. Il faut rappeler qu'ils ont joué 2 matchs. Ils ont joué. Ils ont pas très bien tiré. Non, Safonov a été bon, mais le mi-hauteur côté, c'est un classique pour la Jimmy, ils ont joué 2 matchs, mais ils ont joué ce week-end leur match contre Pyramids. Le PSG a joué ce week-end. Oui, mais sauf que le PSG n'avait pas joué en semaine avant, si je te dis pas de bêtises, c'était la Ligue des Champions semaine encore avant. Donc une semaine complète avant Metz. Laissez parler Fousseynou avec sa théorie du c'est à la fin du bal qu'on paie les musiciens, parce que la théorie de c'est à la fin du bal qu'on paie les musiciens. Non, moi je voulais que Fousseynou nous parle de Dembélé surtout. Oui, mais d'abord, cette théorie-là, c'est une théorie qui en gros signifie que dans n'importe quelle matière, en politique, à partir du moment où un mec arrive et il est président, tu dis rien et t'attends la fin du bal, la fin du mandat. Donc, tu attends la fin de saison pour tirer les conclusions. Et puis, en attendant, tu ne dis rien. Tu parles jamais, tu laisses filer. Et puis, même toi, tu parles jamais à tes potes de ce qui se passe pendant la saison. Vous discutez pas. Et toutes les discussions se terminent par c'est à la fin du bal qu'on paie les musiciens. Donc, au revoir tout le monde. On discute pas, en fait. On discute jamais. On ne regarde jamais ce qui se passe. Donc, de la même façon, Luis Enrique, il doit faire jouer le Chevalier tout le temps. Sauf s'il est blessé, il le fait jouer parce que c'est à la fin du bal qu'on paie les musiciens et c'est à la fin qu'on saura s'il a fait une bonne saison ou pas. C'est pas pendant. Non, mais là, je suis d'accord. Non, mais attendez. D'accord, pas de souci. Non, ce que je disais, parce que Luis Enrique, l'année dernière, tout le monde s'est moqué de lui quand il a dit la phrase « Je suis en train de vivre la meilleure saison de ma carrière » et que tout le monde a dit « Mais non, t'as fait le triplé en 2015, c'est n'importe quoi en France. » Tous les médias, je ne parle pas principalement de Daniel, mais tous les médias en France se sont moqués de lui. Et là, à la fin, je vois personne faire son mea culpa. Donc, Daniel, tu n'as pas fait ton mea culpa. Alors, déjà dire ça. Vous êtes trompé sur Luis Enrique, il faut le reconnaître. Non, mais pourquoi est-ce qu'on remet ça sur le tapis, là, encore parce que ça faisait un an qu'il n'était pas venu. Moi, le premier, j'ai juste critiqué le jeu. Je reconnais. Sur le jeu, j'avais critiqué Luis Enrique. Mais j'ai dit... alors, si tu l'as fait, j'avais le droit de le faire, non ? Non, moi, c'est pas comme toi. Ça n'a rien à voir. Moi, ce que j'ai dit sur Luis Enrique, c'est le jeu, le fait que ça jouait trop en possession et ça manquait un peu de verticalité. Je pense que je disais à peu près pareil. C'est tout. Mais sauf que toi, tu as dit que c'était le pire coach de l'RQSI. À ce moment-là, statistiquement, dans les nombres de matchs gagnés, ça l'était.
C'était une stat qui était sortie dans le. Bon, dans le Dembélé, Parisien. Foussez-nous, t'en dis quoi? Donc, c'était J'ai en pas termes envie de dire un truc, hein. en termes de points pris, c'était ça en championnat. Ils doivent refaire leur mea culpa, même si je les aime bien. Mais bon, petite parenthèse, on referme. Qui ça? Daniel, je sais que tu feras pas ton mea culpa. Dugas et Jean-Michel étaient d'accord avec toi, Heidi. Voilà. Ah, oui. La saison dernière. Donc Dembélé, Foussez-nous. Alors pour Ousmane, pour revenir à Ousmane, moi personnellement, c'est vrai que j'étais un peu énervé ce soir sur les tirs qu'il rate, mais je suis reconnaissant par rapport à sa saison l'année dernière, donc il faut pas l'enterrer. Je trouve que il manque de conditions physiques encore, il n'est pas à 100% du tout. Il vient de commencer sa saison, on va pas se mentir. Maintenant, moi personnellement, ce que j'ai parlé avec un ami récemment, je disais que Dembélé, je pense qu'il faut le garder encore peut-être 2 ans d'ici 2027, et pourquoi pas saisir l'opportunité Alvarez qui est à l'Atlético, parce que c'est un joueur qui a jamais caché qu'il voulait venir à Paris récemment. Donc voilà, c'est juste ça. Mais moi, Dembélé, honnêtement, maintenant c'est fait, on a gagné, c'est plus facile à pardonner, mais faut pas l'enterrer, ni lui, ni Chevalier, faut pas les enterrer, faut les encourager. Et voilà. Oui, toi, et Ousmane, faut le respecter, c'est notre ballon d'or. Tu les encourages parce que toi, tu es supporter. Tu nous as fait une transition pour parler de Chevalier. Celui qui n'est pas supporter, qu'est-ce que il a encouragé personne. C'est pas notre métier d'encourager. Tu dis ce qui c'est. Tu dis il est bon, il est pas bon. Tu essayes de savoir s'il a pas des problèmes. Et en l'occurrence, peut-être s'il en a, j'en sais rien. Mais c'est très bizarre de. Faut faire une pub, les gars. Tu mélanges les rôles en fait. Tu mélanges les. Toi, t'es supporter, tu as le droit de les encourager, tu as le droit de dire qu'ils sont formidables même quand ils le sont pas. Mais c'est pas nous. Après, nous, on dit les choses, on se trompe pas, on avance, on regarde ce qui se passe, mais on n'est pas là pour encourager les mecs, tu comprends? Ce qui est intéressant justement par rapport au dogmatisme dont on parlait des coachs hier, en l'occurrence de Luis Enrique sur le cas des gardiens ne l'est pas, puisque c'est lui évidemment qui a fait ce choix, on va dire ambitieux de sortir Donnarumma et d'essayer avec Chevalier d'avoir autre chose. La question étant, le mieux est-il l'ennemi du bien? Bon, moi je soutiens cette idée parce que j'adore Chevalier et je pense qu'effectivement, si mentalement il passe le cap, techniquement il n'y aura aucun problème, y compris sur les séances de tir au but d'ailleurs. Mais en l'occurrence, Luis Enrique avait aussi voulu faire venir Safonov, enfin il avait validé à l'époque, et là il trouve que Safonov, en ce moment suite à la blessure de Chevalier, est bon et mérite de rester. Je trouve que justement le dogmatisme eût été de laisser Chevalier, quoi qu'il en coûte, après son retour de blessure. Et justement, Fousseinou, il a arrêté d'être dogmatique, Luis Enrique, en décembre de l'année dernière. En même temps où lui il disait je vis la meilleure saison de ma vie, et que le club disait dans le même temps c'est pas grave si on sort pas de la phase de poule. Safonov doit-il devenir le numéro 1? On en débat tout de suite dans l'after. Warren Zaïre-Emery, il a été élu homme du match. Franchement, ça fait du bien d'être comme ça. Je me prépare du mieux possible. J'essaie d'être le meilleur sur le terrain, de toujours tout donner comme je l'ai toujours fait. Et c'est juste un plaisir et faut continuer comme ça. La marche de progression, elle est juste énorme et j'espère que ça va continuer. En fait, c'est moi qui me suis trompé. La question était: est-ce que vous avez été l'homme du match? À nos yeux, je pense. En fait, c'est l'homme du match. Ils ont donné à Vitinha, et comme on sait que c'est fait avant la fin du match, évidemment, ils le donnent même pas à Safonov, parce que le truc est décidé avant. Ils ont donné homme du match à Vitinha. Il a eu un trophée remis par Infantino. Il a même eu homme du tournoi, parce que tu sais, par définition, c'était la finale, c'est tournament de player, c'était Vitinha. En fait, c'est délirant. En fait, c'est dans ce football, c'est ça qui me saoule. C'est que tu vois, sur une soirée qui est historique et tout, moi, ça m'emmerde que ce soit entaché de ridicule. C'est objectivement un détail. Je sais que c'est anecdotique. Mais t'as raison. Moi, sur le moment, j'ai pas compris pourquoi il avait un trophée. Je comprenais même pas pourquoi il était monté. T'es là, tu kiffes et tout. Je sais pas, c'est comme si tu fais une fête chez toi et t'as un mec qui se met à vomir dans ton salon, quoi. Ça te gâche un peu la soirée. Tu dis merde, faut que je nettoie. C'est relou. Bah là, voilà, t'as un mec qui a vomi dans ton salon. C'est Gianni Infantino et ses conneries et toutes ses équipes là. Bah voilà, c'est pas homme du match, Vitinha. Okay. Même qu'on n'aime pas Vitinha, qui fait une. Infantino, c'est le Dominique Farrugia. Même Vitinha avait l'air surpris. J'ai pensé un instant qu'il allait le donner. Mais le pire, c'est homme du tournoi, quoi. Du tournoi, ça c'était le truc qui était marqué, effectivement, l'incruste. Mais là, il a vomi et en plus, ça part pas. Souvent, quand c'est sur le canapé. Quand tu veux, tu jettes le canapé, quoi. Tu jettes le tapis. On pouvait jeter Infantino. Mais en tout cas, j'ai cru à un moment donné, effectivement, que ça aurait été bien d'ailleurs qu'il donne le trophée à Safonov, par exemple, en l'occurrence, parce que là, c'est évident que c'est lui l'homme du match, de fait. Ou alors, sur le terrain, c'est Zaïre-Emery. Un partout, que le mec te sort 4 tirs au but. C'est rare, 4 tirs au but. 4 tirs au but, c'est énorme. Helmut Doukadam.
C'est l'histoire d'Helmut Doukadam. C'était à Bucarest. Et il y avait le goal sud-africain face au Cap-Vert à la dernière CAN aussi. Ah oui, exact. Il y en a eu Qui était 4. incroyable. Il y en a eu 4. Les 4 dans la première partie de la série. Que fait-on maintenant ? Donc avant le match, surprise, Safonov titulaire. Alors à vrai dire, on n'a pas d'informations plus que ça va peut-être arriver dans la soirée, sur l'état physique de Chevalier. Il était apte. Chevalier était apte. Jean-Louis en parlait tout à l'heure. Ce qui filtrait d'ailleurs côté PSG, c'est qu'il était apte depuis Bilbao déjà et qu'il ne se sentait pas d'être titularisé et que ça n'a pas été forcément apprécié par Luis Enrique et son staff. Le fait que lui ne se dise j'ai pas encore mes sensations, etc. De toute façon, il est en état de faiblesse mentale. Ça, c'est clair, net. Il est déçu par son début de saison. Il est totalement fragilisé. Et à côté, il a un mec qui a la dalle. À côté, il a un mec qui a la dalle, qui estime qu'il aurait dû avoir plus, qu'il l'avait revendiqué en plus. Qu'il est passé à côté de sa chance l'année dernière quand on l'a fait jouer à Munich parce que Donnarumma était un peu limite à ce moment-là et qu'il a estimé qu'il avait une brèche pour s'engouffrer. Il n'a pas réussi à ce moment-là. Là, il en a une deuxième et le mec, c'est un dalleux et il veut le manger. Il veut le manger. Et moi, j'imagine maintenant, c'est à Chevalier de remettre la tête hors de l'eau. Oui, sinon, ça, c'est pas un club, c'est le foot professionnel. C'est pas. Mais est-ce qu'il ne faut pas attendre que maintenant Safonov soit moins bon, Daniel ? L'assistante sociale qui va venir pour le câliner. Bien sûr, mais même si Chevalier revient bien dans les séances d'entraînement, etc., quand tu as un mec qui performe comme Safonov performe là, c'est difficile de le Chevalier, sortir. quand il est arrivé contre Tottenham, il a été excellent au péno, pareil. Au tir au but, oui, mais dans le match, il a écouté un but. Au péno, je vous dis. À chaque fois, oui, mais lui, Safonov dans le match, il a rien fait à faire depuis le début. Depuis qu'il joue. Moi, je trouve quand même dans le jeu contre Rennes. Contre Rennes, il a fait un bon match. Bilbao, il apporte de la sérénité. Non, il a un arrêt. Il a un arrêt important. Donc Chevalier, il a fait 0 arrêt. Non, c'est pas ça. Moi, je défends Chevalier dans l'histoire. Je te dis pas ça. Je te dis que Safonov, depuis qu'il a joué, et là où tu as raison, c'est une vraie différence avec son entrée l'an dernier, où il avait raté ses entrées. Ouais, déjà dans la personnalité, effectivement, on a senti que c'était autre chose. Il a décidé, y compris dans la façon dont il commande sa défense, dont il relance vite. Il faut regarder son jeu au pied à Safonov, qui est pas mal du tout. C'est pas dégueu. Donc, puisque la plus-value que demande Luis Enrique, c'est ça aussi, moi, je pense que c'est très simple. Je pense que Luis Enrique, comme tous les spécialistes des gardiens, pense peut-être toujours que Chevalier est le gardien de l'avenir et du futur et que c'est l'idéal pour la progression. Proche, alors. Mais non, mais peut-être. Et que là, ça ne va pas bien parce que mentalement, il ne prend pas la marche. Moi, je pense qu'il y a un truc dingue aussi dans le début de saison de Chevalier et que c'est à partir de ce moment-là que ça commence à devenir un peu trop compliqué pour lui. C'est l'histoire de son post Instagram et de ce soir-là contre Lyon où là, il est défait, où son body language n'est pas le même. Donc, je mets un tournant à ce moment-là. Aussi en Ligue des Champions, pas Tottenham en Supercoupe, mais Tottenham en Ligue des Champions. Il prend cette blessure. Il est dans le sac. Il prend cette blessure et il dit à la fin du match quand même, il dit ça aurait pu être la fin de ma carrière. Il dit un truc comme ça qui est déjà un petit peu bizarre, tu sais. Il est un peu en dépression. De toute façon, Gilbert l'a guigné dès qu'il est arrivé en parlant il va nous faire une revo. Non, parce qu'après moi, j'ai dit complet. Après, je rigole ou quoi ? T'avais la théorie du va nous faire une revo, t'arrêtais pas de le dire. Après, le truc, la grosse différence, c'est que maintenant, c'est mental, c'était physique, et là maintenant c'est mental, et que comme pour Dembélé, je dis juste que ne l'enterrez pas trop vite. Techniquement, je pense que. Pourquoi tu veux nous le faire enterrer ? Mais personne. Le débat, c'est qui est le meilleur gardien intrinsèquement, mais la question c'est est-ce que si t'es Luis Enrique, tu le remets maintenant ? Oui, moi si je suis Luis Enrique, non, je ne le remets pas maintenant parce que je peux pas sortir Safonov là maintenant immédiatement. En revanche. Non, mais en revanche, je pense que techniquement, quand Chevalier, si lui-même dit qu'il ne peut pas jouer, c'est évident qu'il ne faut pas le mettre, ça c'est une évidence, que 2, il revient de blessure, que 3, mentalement, il a vécu un début de saison compliqué. Mais en revanche, s'il est au top dans n'importe quoi, un mois, et que Luis Enrique estime que Chevalier peut rejouer, il y aura le même choix dans l'autre sens, ne me choquera pas plus. Oui, mais tu dis quand même, ça a switché sur une blessure. Tu vois, c'est maintenant, qu'est-ce que tu attends pour, tu vois, Safonov, s'il enchaîne Safonov, tu fais quoi ? En revanche, ce que je veux dire par là, donc tu fais jouer Safonov jusqu'à ce qu'il y ait la moitié d'une boulette ? Mais je pose la question. C'est comme ça qu'on gère les gardiens ? Mais je sais pas. Donc c'est celui qui fait la première erreur ? Non, moi je pense pas. Là, je pense que le fait d'avoir aligné Safonov ce soir, pas tant les 4 tirs au but qu'il a sortis. On dit toujours que la gestion des gardiens, ça va être clair et net. Peut-être qu'il va réussir à faire une gestion des gardiens. Non, tout le monde disait quand même que le vrai match qui comptait, c'était ce soir et que Chevalier, d'ailleurs, dans la compo probable hier, on disait tous Chevalier, les infos qui ressortaient, c'était Chevalier va démarrer. Finalement, il met Safonov et en plus, il te fait cette séance-là. Pour moi, ça ne change pas grand-chose. Je pense qu'en interne, si Chevalier a émis un doute sur le fait d'être en mesure de tenir sa place, pour moi, il n'y a pas de doute dans le fait qu'il faut mettre Safonov. C'était à Bilbao, ça, je te parle. Oui, à Bilbao. Et là, derrière, l'autre a gagné sa place. Il maintient Safonov. Pour l'instant, pour moi, il n'y a pas de scandale. Je te dis juste que
si dans un mois, quand vraiment la blessure sera derrière lui, qu'il aura tourné la page de son arrivée au PSG, s'il estime, y compris à l'entraînement, que Chevalier peut redevenir le numéro 1, ce qui était le cas, il avait dit que Chevalier était le numéro 1 au départ, et ben pour moi ce ne sera pas plus choquant dans l'autre sens. Mais là tout va être scruté. Par exemple, match de Coupe de France, normalement tu mets le remplaçant. Est-ce que Chevalier va jouer la Coupe de France par exemple? Il va mettre Marine. Jimmy, t'as pas un entraîneur digne de ce nom qui fait le choix du gardien sur une séance de péno. Une séance de péno, c'est hors du temps. Bien sûr. Mais moi, j'ai pas parlé de ça, bien sûr, on est bien d'accord. C'est pas la séance. Alors écoutez Luis Enrique, les gars, il en parle. Qui va faire la diff. On est bien d'accord. Sinon, Auxerre, là, le mec de Lille, il est titulaire. Juste pour les tirs au but, lui. Parce qu'il est fort tir au but. Et Landreau est le meilleur gardien français. Ça, on est tout à fait d'accord. Écoutez Luis Enrique qui a évoqué tout ça tout à l'heure en conférence de presse d'après-match et un peu contrarié par la question apparemment. Tu penses que c'est le moment de parler sur ça? C'est le moment d'être très serein. C'est le moment de profiter de gagner encore un trophée. C'est le moment de féliciter tous les joueurs. Bien sûr. Et ceux qu'on a joué et ceux qui n'ont joué pas. Et le moment de féliciter nos supporters. Et encore, on veut marquer l'histoire. On continue à marquer l'histoire. Et ça a été l'objectif de cette saison. Et en ce moment, je pense qu'il faut profiter de ce moment. Voilà, elle n'est pas anodine, sa réaction. Il sait qu'il s'est mis dans la merde quand il dit ça. S'il répond comme ça, c'est qu'il sait qu'il y a un sujet en fait. Sinon, il répond pas comme ça, il répond très tranquillement. Comme ça, il répond tout le temps comme ça. Non, mais il peut dire, mais moi, mon numéro 1, c'est Chevalier. Quand il reviendra, ce sera Chevalier. Là, il dit pas ça. Il dit, c'est pas le moment, machin. Puisqu'on me demande souvent et tout le temps, pourquoi t'aimes pas ce mec-là? Mais je l'aime pas pour ça. C'est tout. Et je sépare l'homme de l'artiste. Oui, mais j'y pourrais rien. Je peux pas blairer les gens pour qui en fait il ne faut jamais rien dire. En fait, il ne faut jamais parler. Il faut féliciter les joueurs. Il faut être aux ordres. Non, mais là c'est délicat. Quelconque Jimmy, réponse, plus globalement, la semaine dernière, il nous a fait la même. Il faut pas parler de ça. Il faut parler de ça. Il fait, on dit ce qu'on veut. On dit ce qu'on veut. T'es le roi du monde. T'es le king. Tu pisses du parfum. Luis Enrique il pisse du parfum. Mais non, mais tu lui poses la question que tu veux, mais lui il répond. Parler ou pas? On a le droit de parler. On a le droit de dire ce qu'on a envie de dire autour d'un match. Mais tu es d'accord avec moi que s'il donne une réponse maintenant, ça il faut le féliciter et ça il faut dire ça. Tu crois vraiment que c'est le moment de dire ça? Oh putain, ça va. Punaise. Ça va. Il y en a d'autres des coachs sur terre qui sont bons ou c'est que lui? Attends, moi juste un truc. C'est pénible. C'est pénible. Tout le contrôler, c'est un contrôleur de com. Pour revenir au gardien, moi je trouve que justement Luis Enrique montre à quel point il est pragmatique et il fait un choix même courageux, c'est-à-dire que il décide de mettre Safonov parce que Chevalier n'est pas à son top. Moi je vois pas où est le scandale. Effectivement, comme tu dis Jimmy, il se met. Dit que c'était un scandale. Mais si, non, mais il te dit il se met dans la merde. Ouais, il se met dans la merde. Il se met pas dans la merde du tout. C'est un coach. Non mais attends, non mais Jimmy, mais il se met pas dans la merde. Soit le PSG, totalement son non, sujet. mais soit le PSG est un grand club ou soit le PSG reste un petit club. Bah oui. C'est un grand club. Il se trouve qu'on a de la chance pour le PSG d'avoir un Safonov qui est bon, donc d'avoir un très bon gardien numéro 2 qui est en train d'être meilleur en ce moment que le numéro 1, et ben Enrique il le met sur le terrain. Donc effectivement pour lui, il y a un choix à faire, mais je pense pas que ça l'empêche de dormir. En fait, lui il va se dire pour l'instant, par exemple, moi je veux maintenir Safonov parce que Safonov est bon et que je trouve que Chevalier mentalement est peut-être pas encore là et en plus il a été blessé. Et en plus Chevalier il vient d'arriver, il est même pas de l'aventure, il a même pas de crédit, il a rien, mais il se met pas du tout dans la merde. En revanche, si tu me demandes mon sentiment par rapport à Luis Enrique. Vous pensez qu'il n'y aura pas de sujet si Chevalier reste sur le banc pendant 2 mois là sur la reprise? Le sujet. Non mais attends, je pense juste. Quel est le sujet? Jimmy. Le gardien, tu penses que Chevalier va accepter la situation d'être sur le banc? Bien sûr, il est obligé d'accepter la situation. Ah, ok. Je sais pas, dis-moi ce qu'il va faire. Mais le mec, il est gardien d'équipe de France. On a mis 60 millions d'euros sur lui. Il a raté 3 matchs et il va finir la deuxième partie. C'est quoi le sujet? Il va faire une manif avec une pancarte tout seul devant. Je te dis que ça va être un sujet. Jimmy, c'est un sujet si Chevalier était irréprochable ou à peu près, et que après sa blessure, il revient, il a envie de revenir, et que là, alors qu'il était très bon depuis le début. Ça n'a pas été un sujet quand tu mets dehors Donnarumma qui est le héros de l'année dernière, et ça va être un sujet parce que t'as Chevalier. Et ça rajoute au sujet justement le fait que t'es sorti Donnarumma qui était le meilleur gardien pour ramener Chevalier. Et tu finis avec Safonov. Il assume ses choix. Tout va bien. Il a un crédit limité. Mais non, mais il y a des sujets différents. Je comprends pas pourquoi vous faites des polémiques. Là, moi j'en vois pas. Mais non, mais si on commence à dire, il a fait une erreur sans doute parce que Donnarumma c'était trop risqué de le faire sortir en venant venir Chevalier. Maintenant il se met dans la merde parce qu'il met Safonov. Moi, je te dis juste que si tu me demandes mon avis, je pense qu'intimement, il pense, et il l'a dit même, que Chevalier est le numéro 1 et il est meilleur que Safonov.
Il pense ça, techniquement parlant. Moi, je le pense aussi. Et moi, je pense aussi que Chevalier reste techniquement supérieur à Safonov. Mais comme il y a aussi d'autres choses dans le foot moderne qui sont la pression, le mental, l'adaptation, les faits extérieurs qui existent, eh bien, pour l'instant, Chevalier n'est pas bien. Effectivement, il met Safonov. Donc, moi, je pense que dans son fort intérieur, il se dit quand Chevalier va revenir au top, je remettrai Chevalier. Pour l'instant, je mets Safonov. Point barre. Après, l'histoire avec Donnarumma, oui, si le PSG gagne pas la Ligue des Champions, tu as effectivement des gens qui diront, peut-être à juste titre, on verra ce que donne Chevalier pour la suite, qui diront il fallait pas sortir Donnarumma. Mais tous les gens qui disent ça, on verra si Chevalier jouera en Ligue des Champions, tous les gens qui disent ça ne prennent pas les décisions, ne prennent pas le risque de prendre les décisions qu'a pris Luis Enrique. Quand il a laissé Dembélé sur le banc à Arsenal, quand il a décidé de faire jouer son équipe comme ça pendant des mois et différemment pendant d'autres semaines. Tous les entraîneurs prennent des décisions. Bah ouais, tu prends des décisions. C'est très dur. Je sais qu'il est à lui tout seul. Je sais qu'il est à lui tout seul les trois religions incarnées. Mais tous les joueurs prennent des entraîneurs. Allez, on arrête là, les gars, on continue dans quelques instants. On finira l'évaluation. Même si lui, évidemment, vient du ciel et bénit tous les jours. Ce que je veux te dire, attends, juste pour finir, ce que je veux te dire, c'est que même si derrière, et c'est quand même plus probable que l'inverse, le PSG ne gagne pas la Ligue des Champions en 2026. T'inquiète pas, on n'y touchera pas. Non, c'est pas Luis Enrique. Je te parle de Donnarumma et de Chevalier, mais t'es complètement bloqué. T'as qu'un sujet en tête. On parle du gardien, tu nous parles de Luis Enrique. On te dit que personne ne fait de polémique. Bah si. Tu t'excites sur tout le monde en fait. Il y en a qui reprochent à Luis Enrique d'avoir sorti Donnarumma. Qui dit ça? Terminons l'évaluation du match quand même. Il y a des joueurs dont on n'a pas du tout parlé encore. 2009 Alcorcon. Novembre 2009. Est-ce qu'il y a des joueurs des Parisiens ce soir que vous voulez mettre en avant, qui vous ont plu? Non, moi je voudrais plutôt dire pour conclure sur le match. Ce qui a fait, je pense, le grand succès de cette équipe, c'est souvent dans les équipes qui gagnent, c'est le moteur, le milieu, et qu'en ce moment je le trouve moins performant. Je trouve moins bien Vitinha, et Dieu sait que je l'aime, mais là je dois dire que il accélère moins le jeu, il est tout simplement moins visible, alors que quand il est bon, tu as l'impression que tous les caméras sont sur lui, il attire tout. Neves actif, mais pas autant qu'il peut l'être, et Ruiz pareil. Les trois sont, on va dire, à 6 sur 10, alors qu'on a l'habitude, et que quand le PSG gagne, ils sont à 8-9. Là, ils sont clairement en dessous, et c'est tout le jeu de l'équipe qui est impacté par les performances moins bonnes de ces trois-là. Vraiment. Après, les autres... Même Doué, j'ai pensé à Flo, tu l'avais évoqué hier, que c'était pas son poste préférentiel, ce fameux poste de faux neuf, même si ça a beaucoup bougé devant. Ça a bougé. J'ai trouvé Doué, notamment sur la deuxième période avant sa sortie, très en difficulté. Alors ça, c'est pareil, mais je vais me tourner sur Flo parce qu'il est expert là-dedans. Donc moi, je comprends pas, parce que ça, par exemple, sur la deuxième partie de saison, on ne le voyait plus. Donc pourquoi on continue à avoir tous ces changements de poste devant? Qu'est-ce qu'on cherche dans le laboratoire? Ah non, là, je pense. Comme moi, je ne comprends pas. Non. Je pense qu'il attend juste le retour de sa formule idéale. Donc, dans l'attente de sa formule idéale, d'ailleurs, ça s'est vu à la fin, c'était assez compliqué. En fait, tu n'as pas pu faire rentrer Ramos parce que, comme tu avais mis. Oui, tu rentres et tu sors Mayoulou, tu sors Mayoulou, voilà, et tu avais ça. Et donc, il a fait rentrer Mbaye, puisque tu pouvais le mettre sur le côté, sachant que Vara était cramé. Mais là, non, le choix, il est très simple. Il veut pas, d'ailleurs, je pense aussi à la base, il veut pas mettre Doué en neuf. Je vous l'avais dit hier, parce que Doué, c'est une des rares discussions avec Luis Enrique qu'il a eu sur le poste où il ne voulait pas être, c'est-à-dire en vrai neuf, quoi, on va dire, enfin en neuf. Et là, il l'a été en partie, mais il était aussi sur le côté. Il a mis Lee. Donc c'était un petit peu aussi ça permutait pas mal. Mais Lee en faux neuf, ça n'a jamais marché. Non, ça n'a jamais marché, mais c'est pour ça d'ailleurs qu'il met Mayoulou pour prendre cette position-là, mais ça marche pas. Et ça marche pas. Et je pense que contrairement à ce qu'il a dit sur tactiquement, je pense que Mayoulou sort aussi parce que Mayoulou en ce moment ne met pas un pied devant l'autre. Et il n'est pas bon aussi en ce moment. Il y a plusieurs comme ça. À l'inverse, Mbaye Niang est très bon. Ibrahim Mbaye, pardon, il est très bon. Ibrahim Mbaye, pardon. Et donc c'est vrai que lui, il mérite, à mon avis, il méritait même de jouer titulaire, quitte à faire jouer Doué vraiment en vrai faux neuf. Mais pour l'instant, il attend juste le retour de Dembélé. Un peu son match, mais à qui? Gvara depuis le mois d'août. Il a fait un gros match. Moi, j'ai Rennes en tête. Et l'Atalanta en Ligue des Champions en début de saison. Franchement, Gvara est méconnaissable sur la première partie de saison. On n'est même pas une poignée. Je suis d'accord. On arrive à 3 doigts dans la poignée. Je suis d'accord. Mais il y a la question des permutations qui ne lui rendent pas service forcément. Là, il n'y a pas que ça. Parce qu'il n'y a pas que ça. Parce que là, il est quelque part.
sur son côté, tu vois, préférentiel. Ensuite, moi j'ai trouvé, alors pour le coup, je reviens au Marc, il est sur son côté. Il est sur son côté quand Doué lui passe le ballon. Après, il y a un truc quand même qui m'a frappé maintenant à ce moment de la saison. C'est pour ça que je revenais sur ça. Pour Dembélé, c'est différent, c'est retour de blessure. Moi, sur Kvara, je l'ai vu très fatigué aussi. Alors que maintenant, t'as pas l'impression que ça doit être le sujet, le débat. Pendant les fêtes. Donc effectivement, il y a un vrai débat sur Kvara et sur les joueurs. Pour certains, comme Vara, c'est du physique, c'est de l'usure. Moi, j'ai trouvé qu'il était fatigué. On répète à chaque fois, mais là, c'est toujours pareil. C'est pas de préparation d'avant-saison. Les mecs, ils arrivent, à mon nez, ça se paye. Après, attention, le physique, le problème quand on regarde le PSG, c'est que les performances physiques qu'on leur a vu accomplir sur la deuxième partie de saison, où tu avais l'impression que l'adversaire quasiment n'existait pas physiquement. Parfois, c'était surhumain. Parfois, tu as l'impression que les mecs volaient. Donc, qu'on revienne à une normalité et qu'un match peut être équilibré et que tu manques de le perdre, parce qu'on n'en a pas parlé, mais Flamengo... S'ils sont plus juste dans le dernier tiers, ils peuvent le gagner. C'est quand même pas une énorme équipe. J'ai bien vu que c'est une équipe technique. J'ai bien vu que c'était tous des bons joueurs de ballon. Qu'ils étaient capables. T'as un peu vu aussi ce qu'on évoquait hier, le relationnisme. Tu sais, quand ils mettent 3-4 joueurs autour du ballon. J'ai vu de très belles séquences de jeu. Par contre, beaucoup de maladresse pour finir. Mais dans la phase, dans la dernière partie du terrain, où est-ce que sont les occasions ? Il n'y a pas réellement d'occasion. Il n'y a pas d'arrêt. Il y a des positions de frappe, mais des frappes qui ne sont pas du tout cadrées. Donc, c'était une opposition finalement assez moyenne qui était proposé au PSG ce soir. C'est un match moyen du PSG. Mais qu'à la fin, tu t'en sortes alors que tu fais un match moyen et tout, peut-être le PSG stratosphérique, tu avais l'impression qu'ils étaient montés sur ressort avec un turbo au cul, peut-être qu'on le verra plus. Mais en tout cas, le PSG stratosphérique dont tu parles aurait mis 3 buts d'écart à ce Flamengo-là. Évidemment. Donc c'est vrai que là, il y avait vraiment un souci. Moi, quand ils ont marqué, après, je me dis, au final, ça va faire 3-0, parce qu'on est encore habitué à ces trucs-là. Mais finalement... On les voit plus beaucoup, ces choses-là. Contre Bilbao, on l'a pas beaucoup vu, alors qu'il y avait pourtant beaucoup d'occasions là pour le coup. Après, là, on n'est pas. Ils font un meilleur match paradoxalement contre Bilbao. On n'est pas sur les standards deuxième partie de saison. En fait, ça va peut-être revenir, mais là, on n'est pas là-dessus. Le vrai souci du PSG ce soir, effectivement, c'est, comme a dit Daniel, le milieu. Je pense que maintenant, de toute façon, c'est inévident. Si tu ne retrouves pas ce milieu-là, je suis pas forcément aussi inquiet pour le coup, parce que c'est plus sur cours alternatif. Sur Vitinha et Neves, je pense qu'on va les retrouver. En revanche, après, les adversaires vont également comprendre ce qu'il faut faire. Ouais, mais enfin, dès que Paris se fait rentrer dedans cette saison, après, il y a un autre. Si Vitinha, tu le prends en marquage, t'es emmerdé. Après, il y a un autre sujet. Il y a un autre sujet, effectivement, tout simplement quand même sur les individualités offensives. Doué a pas été bon ce soir. Si tu as Doué, un Kvara comme contre Rennes et un Doué, alors là, je suis pas inquiet pour Doué. Je suis pas inquiet pour Doué. Ils auront du mal quand même. Mais ça, je suis d'accord. Moi, je rejoins Flo. Si tu as Dembélé, Doué et Kvara et Barcola qui rentre en impact player, et j'estime que Barcola fait une bonne entrée. Au top, ça ne peut pas coller. Moi, le milieu de terrain, je ne mordrai pas. C'est là qu'est l'équipe. Le moteur, il est là. Je te rejoins. C'était le moteur du Grand Real. Mais là, t'as ni l'un ni l'autre un peu en fait. C'est un peu, t'as ni l'un ni l'autre. C'était le moteur de toutes les grandes équipes au milieu. C'est la salle des machines. Qui prennent France 98. Et peu importe le style de jeu. Peu importe le style de jeu, une équipe offensive, une équipe défensive et tout. Le milieu de terrain, c'est là. Après les autres, devant et derrière, c'est autre chose. Devant, ça fait briller. Devant, c'est tu brilles et tout, mais le milieu, c'est ce qui fait d'ailleurs, l'équipe. pour l'OM, c'est une vraie bonne question. Par exemple, puisque Vermeeren et l'organisation. Quand on dit à l'OM qu'il manque le relayeur, le mec qui va faire 10, qui va créer le jeu et tout, leur principal sujet, il est là. Après, pour revenir sur le physique, parce que c'est vraiment un truc qui m'intéresse et qui explique beaucoup de choses, il y a deux types de joueurs dans ce PSG là, de cette fin de saison. Tu as ceux qui reviennent de blessures, qui à mon avis vont retrouver leur forme et qui vont tirer avantage de leurs absences, c'est les Doué et Dembélé. Moi, je suis très confiant là-dessus. En revanche, ceux pour lesquels tu peux effectivement être inquiet, c'est ceux qui n'ont pas eu finalement ces blessures, c'est-à-dire Kvara, c'est-à-dire peut-être ceux du milieu effectivement qui ont beaucoup joué. C'est ça, à mon avis, l'enjeu aujourd'hui. Parce que devant, tu vas les retrouver. Enfin, je pense notamment à Doué et Dembélé. T'as l'impression que lui, Pacho, c'est un petit peu différent. Il a beaucoup joué. Son poste est différent, comme dit Daniel. Et les courses l'an dernier, si tu regardes les kilomètres parcourus. Tu vois, je pense que la blessure d'Hakimi, si tant est qu'il s'en sorte bien sur sa récup avec la canne et tout, moi, Hakimi, il va revenir fort. Doué, il va revenir très fort. Dembélé, il va revenir fort. Mais effectivement, ceux qui n'ont pas vraiment coupé, c'est-à-dire le milieu, on voit un peu un Kvara qui tire la langue, ceux-là, l'interrogation, elle demeure. Et au final, si tu n'as pas l'ensemble, si tu n'as pas à la fois le milieu et devant, comme dit Daniel, ça sera sans doute moins bon que l'an dernier. Ça, c'est la vérité. Et les matchs quand même qu'on voit se multiplier là,
c'est quand même des matchs globalement moyens. C'est vrai que le match ce soir contre Flamengo, c'est un match moyen.